bienvenue sur Plume à Papote. Je suis plus que ravie, comme d'habitude, de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir sur la miniature et dans le titre de la vidéo, il s'agit d'un vlog. Et il s'agit d'un vlog lecture où je vais essayer de lire le plus possible. En effet, en février, nous sommes exactement le vendredi 23 février à 18h33. Et normalement, le mois de février, c'est le challenge Février Tapal de la grande, magnifique, sublime Alex Bouquin en Prada. Quand je pense que un petit peu avant le début du mois de février, je lui avais envoyé un message en lui demandant est-ce que tu fais bien toujours ton challenge? Et qu'en fait je me retrouve le 23 février à devoir condenser tout le challenge en 6 jours je crois, quelque chose dans le genre. Une blague. C'est pas vrai, j'ai lu tous les jours du mois de février, mis à part un jour. Donc j'ai lu quasiment 200 pages tous les jours, donc je suis pas mal. J'ai pour le moment lu 8 livres, ce qui est à nouveau top. Je considère que c'est une bonne moyenne, sachant qu'on n'est pas à la fin du mois, que je tourne aux alentours des 8-9 livres régulièrement. Mais j'ai pas consacré des journées entières à la lecture et ça me manque de trop parce que tout simplement mon métier était trop prenant, mon quotidien trop prenant, ainsi que ma vie privée, mes amis, ma famille, tout ça, vous-même vous savez. Et puis voilà, les réseaux sociaux. Donc trêve de bavardage, j'ai fini de rire. Là je vous ai sorti 7 livres parce que je me suis dit tu sais quoi, on va tenter l'impossible et essayer de lire ces 7 livres là pour la fin du vlog, c'est-à-dire le 29. Donc la stratégie généralement c'est de prendre des tout petits livres. Devinez quoi, c'est ce que j'ai fait et en même temps pas du tout. L'autre stratégie c'est de faire varier le plus possible ses lectures. Donc j'ai sorti un cas de Vincent Portugal que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent Once Upon a Book et qui est en fait une primeur, ça ne sort qu'au mois d'août. Vous voyez que le livre est quand même relativement petit, c'est écrit serré mais sans plus ça devrait aller. J'ai trop hâte de le lire, il est magnifique. Honnêtement je pense que je vais m'attaquer à ce livre là ce soir et essayer de le finir pour demain matin. Le deuxième livre que je dois absolument lire c'est Le Restaurant des Recettes Oubliées, le deuxième service que j'avais reçu en cadeau de Noël de la part de mon beau-frère. J'avais choisi le livre moi-même pour me rendre compte en le recevant qu'en fait c'était un tome 2. Donc j'avais été acheter le tome 1 si vous aviez tout suivi dans le book haul de fin d'année. Enfin début 2024. Et donc j'ai déjà lu le tome 1. Je sais que ça se lit super vite. Le premier tome était en 6 parties. Je vais voir si c'est le cas ici aussi. J'ai beaucoup aimé le premier tome qui se lit très rapidement. Il y a juste un problème avec ce bouquin, c'est que vous avez envie de manger de la cuisine japonaise et j'ai pas de quoi me ravitailler moi ici dans ma petite campagne malheureusement. J'ai sorti également 2 poches, un que ma soeur m'a offert il y a déjà pas mal de temps, je pense que c'était pour mon anniversaire. Donc c'est la bibliothèque de minuit de Matt Haig et c'est un truc récompensé. À quel point est-ce qu'on n'aime pas les stickers sur les bouquins? Et si je l'enlève ça va être tout collant hein. J'ai fait pire, ils sont agaçants à mettre ces autocollants là. Donc bref je sais plus de quoi ça parle. Mais est-ce que ça va me plaire? Un peu pardi que ça va me plaire, la bibliothèque de minuit avec des bouquins partout sur le livre. Donc celui-là il est un petit peu plus gros que les 2 précédents. Mais je me dis c'est un livre poche, je pense que c'est un roman feel good, donc ça devrait le faire. J'ai sorti aussi ce dernier poche, c'est le dernier que j'ai choisi dans ma bibliothèque. Honnêtement je sais plus comment il est arrivé dans ma bibliothèque. À mon avis c'est issu d'une boîte à livres ou de dons qu'on m'a fait. Et généralement quand je vois des folios en boîte à livres je les prends même sans lire les résumés parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, c'est des formats que j'aime. Je sais pas, j'aime bien manipuler les formats poche de chez Folio, je les adore. Et donc c'est La Nuit du cœur de Christian Bobin, on a un fronton et derrière il est juste noté: il n'y a pas d'autre raison de vivre que de regarder de tous ses yeux et de toute son enfance cette vie qui passe et nous ignore. De quoi est-ce que ça va parler? Absolument aucune idée, mais je pense que c'est pas un feel good parce que feel good c'est vraiment une nouvelle mouvance etc. Mais c'est peut-être un livre qui nous rappelle d'apprécier chaque petit moment du quotidien. J'espère en tout cas. Je me dis que là pour commencer les vacances ça va être bien. Ensuite je voulais le lire en lecture commune pour la lecture commune qui est organisée par Once Upon a Book, mais j'ai raté le coche. J'ai aussi reçu ce livre dans le calendrier de l'Avent, donc c'est La Belle
et les bêtes. C'est des contes monstrueux de Soman Shanaini. Et c'est publié chez Saxo. C'est une très belle édition hardcover avec cette jaquette. Donc le livre est comme ça. C'est publié chez Saxo. Et voilà l'intérieur par exemple. Et tout est illustré. Alors c'est par contre imprimé sur papier très très blanc. Donc ça va moins me plaire. C'est quand même assez dense. Et alors vous avez des petites illustrations. Et des illustrations en couleur aussi. Je me dis que les contes de fées, une réécriture de contes, ça devrait aller. Hein, et il est juste mis, vous pensez connaître ces histoires, n'est-ce pas? Vous vous trompez, vous ne les connaissez pas le moins du monde. Attention, c'est un livre pour adultes. Parce que moi je pensais que c'était que j'allais pouvoir le refiler à des enfants de mon entourage après l'avoir lu. Et la responsable de la box Once Upon a Book m'a dit attention, non, c'est des contes monstrueux, c'est vraiment à destination plus d'adultes, c'est assez horrifique, etc. Donc voilà, ne vous y prenez pas, mais je vous donnerai mon avis une fois que je les aurai lus. Et j'ai décidé de sortir la suite du Palais des Automailles, le cœur de fer de Nina Varela. J'avais adoré le premier tome. Quand j'ai vu que le deuxième tome était sorti à mon insu, j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter au mois de décembre. C'était ma dernière visite en librairie. Et donc là, je me dis qu'il est plus que temps de le sortir. Surtout que je viens de lire une romance saphique que j'ai finie hier. J'ai adoré. Donc voilà, les lesbiennes, il n'y a rien de mieux, j'ai envie de vous dire. Donc on continue. Hein. J'adore trop les romances en fait saphiques. C'est pas les mêmes choses que d'habitude. Je sais pas, mais c'est pas les mêmes clichés que de la romance habituelle et ainsi de suite. Les héroïnes me semblent vachement plus intéressantes. Donc j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer pour Crière et c'est Alia je crois, ou Ayla. Voilà, je sais pas si elles vont finir ensemble ou pas, mais l'univers était très très intéressant. Bon, et je vous avais dit que j'ai sorti 7 livres. Donc là, je vous en ai montré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7e livre, c'est une lecture commune pour laquelle je suis hyper en retard. C'est le tome 2 des Rougon-Macquart. C'est La curée de Émile Zola. Donc, vous l'avez peut-être vu hein, dans ma papote lecture du mois de janvier. J'ai lu le tome 1, La fortune des Rougon. Et donc, il y a cette Instagrammeuse qui nous a proposé une lecture commune de toute la saga par Émile Zola. Mais donc du coup, on a 20 tomes à lire et je suis en retard pour celui-là. J'aurais déjà dû le commencer. Je devrais déjà être quasiment à la fin. Il devrait me rester 2 chapitres à lire et je ne l'ai absolument pas commencé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça commence au chapitre 30, à la page 31, parce que les 30 premières pages, c'est une préface que je vais pas lire. J'ai trop peur qu'elle soit spoilante. Donc voilà, faut que je lise, parce qu'en plus, je l'ai en format physique à la maison, plutôt qu'en format numérique. Bon, par contre, ça va me prendre des heures, hein, est-ce que je vais le finir pour le 29 février, celui-là? C'est celui sur lequel j'ai le plus de doutes. Mais je me dis que si je lis quelques pages un petit peu tous les jours, ça devrait le faire. Bref, voilà, je vous ai fait ma petite présentation. Je vais vous laisser pour aller manger parce qu'il va presque être 19 h bientôt. Je reprends mes bouquins avec moi et je vais aller lire. Hein. Voilà, je pense que là ce soir, je vais commencer avec un cas. Et je vais quand même prendre celui-ci, La curée, avec moi. On ne sait jamais que je lirai le premier chapitre ce soir. Allez savoir. Mais voilà, programme lecture. Hey, recoucou, je viens en vitesse vous parler. On est samedi matin, il est 11 h 10. Hier soir, donc j'ai lu un petit peu La curée de Émile Zola, mais juste une trentaine de pages. Donc j'ai pas de quoi vous en parler très très longuement. En sachant que là au début j'étais en mode attends, on est où? Ils sont où les Rougons? Parce que je ne sais pas où ils sont. Ils vont apparaître je suppose, mais quand? Aucune idée. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je vais essayer de lire en fait environ 60 pages de ce livre tous les jours jusqu'à jeudi soir. On va croiser les doigts pour que j'y arrive. Et hier soir j'ai également commencé donc un cas de Vincent Portugal. C'est celui qui me tentait le plus dans ma pile à lire. Malheureusement ce sera pas un coup de cœur. Il y a des trop grosses faiblesses. Voilà, j'aime bien et en même temps j'aime pas.
je trouve dommage en fait de pas être allé au bout du bout de son concept. Alors je l'ai pas fini hein, donc il me reste un bon tiers à lire. Je suis à la page 155 sur 200, et avec les remerciements c'est 234, donc ouais, il me reste ça à lire, il me reste un tiers à lire. C'est clairement du jeunesse, donc attention, je dirais même pas que c'est du young adult, honnêtement. Pour moi, avec des bons lecteurs de fin de primaire, ça peut passer début du secondaire. 15-16 ans, c'est déjà trop tard, j'ai l'impression. Ou alors vraiment, il faut que ce soit des lecteurs pas très aguerris. Qu'est-ce que... Donc en fait, par rapport à l'histoire, comme ça je vous fais le résumé maintenant et j'en parlerai plus dans la suite du vlog, pour pas spoiler. Donc on se trouve chez les Incas, dans un monde, c'est notre monde mais en même temps ça l'est pas parce qu'il y a une présence magique. Jusqu'à preuve du contraire, la magie n'existe pas, mais l'auteur a décidé d'inclure la magie dans son récit, donc c'est pas un récit historique. On est plutôt sur de la fantaisie, du fantastique même, allez on va dire ça, roman historique fantastique. Je le définirais comme ça. Certains peut-être le classeront dans la romantaisie. Bof, bof. Donc en gros, on se retrouve chez les Incas et on suit Intaya, qui est la fille de l'empereur Inca et qui est prêtresse du soleil, qui fait partie des filles du soleil. Donc elle a renoncé à son titre de princesse pour adorer le dieu soleil. Et on se retrouve au solstice où l'empereur va invoquer le dieu soleil, je sais plus comment il s'appelle, Inti ou quelque chose dans le genre, ou ouais c'est ça. Et malheureusement ça se passe pas bien parce que l'empereur va être foudroyé, la foudre va s'abattre sur lui, et en plus de ça il doit se débattre contre des créatures des ombres. Alors les créatures des ombres, on sait d'où elles viennent de Djal, un guerrier qui n'est pas Inca, dont la famille a été décimée, le village a été décimé par les Incas justement, et il est en recherche de vengeance, donc c'est pour ça qu'il s'attaque à l'empereur. Mais du coup, comme il s'attaque à l'empereur, au moment où il s'attaque à lui, eh bien, comment je peux dire ça, ben, il y a une force obscure qui en profite pour foudroyer l'empereur. Donc en gros ça se passe pas bien et on est avec un enemies to lovers entre la fille de l'empereur, la prêtresse, et ce guerrier totalement opposé à la civilisation des Incas. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que le concept soit pas poussé plus loin parce qu'on est dans un univers historique et on a finalement très peu d'explications, très peu de descriptions de la vie quotidienne, alors qu'il y a une foule d'informations à nous disséminer dans le quotidien justement des Incas. On en a un petit peu, mais selon moi, c'est trop pauvre, il y en a pas assez. Je trouve ça dommage de pas avoir été au bout, surtout que le bouquin fait que 235 pages, c'est ça que je vous ai dit, 234 pages, donc il y avait moyen de combler un petit peu ça. Voilà. Autre chose que je n'aime pas, c'est des points de vue en jeu, et alors à chaque fois dans les chapitres, donc on a le point de vue, donc vous voyez il est marqué Kipu ou Puipu, je ne sais pas comment ça se prononce. 5, ça c'est le titre du chapitre, on a une très belle illustration. Ah oui, soit dit en passant, je vais en profiter parce que je suis au chapitre 5 là, et on voit l'erreur de mise en page de la maison d'édition. Vous voyez le titre, le sous-titre du chapitre comme il est collé à l'illustration. Voilà, je trouve que ils auraient dû espacer, aérer un petit peu plus le texte pour que ce soit plus agréable. Et donc à chaque fois on a le nom du personnage et au sein d'un même chapitre on a parfois 3 points de vue, donc c'est très court, ça se lit très rapidement. Moi je trouve ça d'une paresse sans nom quand les auteurs font ça. Je suis désolée mais en tant que lecteur on peut faire le taf quoi. Faites le travail vous en tant qu'auteur pour qu'on s'y retrouve et qu'on sache de qui est le narrateur. Mais normalement si vous faites bien votre boulot, eh ben on saura. Donc voilà, je trouve ça un peu jeunesse, trop jeunesse à mon goût. Clairement je pense que ça plaira à d'autres lecteurs plus jeunes. Moi je vois les trucs arriver, les ficelles arriver et je suis là, ah voilà le grand méchant qui arrive, sans blague. C'était la personne que je pensais. Je trouve que voilà, ce point de vue en jeu ne permet pas de tisser une trame si intriquée que ça dessert le récit en fait, ça dessert les intrigues malheureusement. En plus de ça, Intaya, elle est limite parfaite. Alors
elle est naïve, elle est dans son mode de pensée, comme quoi sa religion c'est la meilleure et que son père c'est le meilleur, etc. Mais voilà, c'est un peu trop gros et je trouve ça dommage, ça manque un petit peu de nuance dans le récit, tout comme son ennemi en fait, il est méchant quoi, point barre. Il a des gros défauts, très très grossiers, d'un homme guerrier, etc. un peu débilos quoi, comme ça. Il se dit en mode je vais tuer l'Inca, je vais tuer l'empereur et comme ça j'aurai ma vengeance. Mais gars, en quoi est-ce que ça va régler les choses? Ce qui permet aussi de voir qu'il n'a pas beaucoup de jugeote, c'est de se dire qu'il va s'attaquer à l'Inca tout seul. Et là, l'intrigue politique, selon moi, elle est trop faible. Il aurait fallu la pousser plus loin. D'où est-ce que, en recherche de vengeance, tu arrives à pénétrer dans la cité des ennemis, il n'y a personne qui vérifie rien, et à t'approcher de l'empereur pour t'attaquer à lui. Je trouve que dans ce temple et dans ce palais royal, on entre comme dans un moulin, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment pas vraisemblable, donc voilà, il y a cette faiblesse là. Et la dernière chose, moi sur les 20 premières pages ça m'a crispé et du coup j'ai du mal à apprécier ma lecture parce qu'il y a eu cet élément là. Sur les 20 premières pages, il y a des espèces de personnages figurants, vous voyez, de la population qui n'ont pas d'intérêt particulier en fait pour l'intrigue. C'est juste que Jal va pénétrer dans la cité et il voit le peuple de l'Inca. Et il se dit ouais, en gros il les décrit tous comme bedonnants, gros, et c'est pas le problème de les décrire comme gros ou bedonnants, c'est le souci, c'est qu'après en fait tout ce que ça lui évoque c'est du dégoût, on lui dit la peau visqueuse, l'odeur rance, etc. Et donc tous les personnages gros, c'est décrit comme quelque chose de négatif. Et je suis là, bonjour la grossophobie intériorisée, hello, est-ce qu'en 2024 on peut proposer un peu autre chose pour les personnages qui sont gros, je sais pas quoi, mais voilà, ça m'a heurté. J'en ai parlé un petit peu sur Threads et les gens, enfin il y a une personne qui m'a répondu tout en bienveillance, qui dit bah non, bedonnant c'est pas négatif. Et en effet le terme bedonnant en lui-même n'est pas négatif, gros non plus n'est pas négatif, mais c'est ce qui suit après à chaque fois. Ah voilà. Je parvins à me glisser jusqu'au 2e rang derrière un couple de paysans corpulents qui vociféraient des louanges. Leurs vêtements colorés dégageaient une odeur rance de transpiration. Leur surpoids m'offrait une certaine discrétion. Je trouve ça middle et ça se produit un peu avant, il y avait un autre passage avant et ça se produit encore après. Donc voilà, je trouve ça plus que middle. Honnêtement, j'aurais adoré aimer ce livre parce que j'avais eu un tel a priori positif en le découvrant dans mon calendrier de l'Avent. La couverture est magnifique, le résumé me semblait super sympa, mais je trouve pas que la plume soit si fantastique que ça, très honnêtement. Et point de vue de la construction de l'intrigue, on peut mieux. Donc je m'attends pas à être surprise point de vue des dernières pages. J'espère que oui, mais je trouve que le livre aurait mérité un petit peu plus d'approfondissement et qu'il y a certains petits points qui auraient pu ne pas être décrits comme ça. Bref, voilà pour ma première lecture de ces 7 jours, enfin 6 jours. Je vais vous abandonner parce que ça fait 10 minutes que je cause, finir le bouquin et en commencer un autre. Bon retour dans le vlog. Vous m'avez pas quitté, mais moi je vous ai quitté, je vous ai pas parlé hier. On est lundi, voilà, on est le lundi combien? Le lundi 26 février. Et on en est où point de vue de ce challenge lecture pour bien terminer le mois de février? Bah écoutez, on est sur 2 livres lus et 2 livres entamés, voilà. Donc j'ai fini, c'était samedi je crois, un cas de Vincent Portugal. Pas fifou, je reste sur ce que je vous en avais dit. Il y a beaucoup de bémols et la résolution se fait en un paragraphe. Ça aurait mérité au moins 50 pages de plus, au minimum du minimum. Donc assez déçue finalement, alors que j'adore la couverture, j'adorais le résumé, j'adore l'ouvrage en soi, le papier sur lequel c'est imprimé, même s'il y a petit souci d'édition comme je vous en ai parlé auparavant.
Donc voilà, il va partir en vente, il va pas rester dans ma bibliothèque. Si vous voulez vous faire votre propre avis, vous pouvez ainsi aller sur mon Vinted et l'avoir en primeur puisqu'il sort qu'en août 2024, je vous rappelle. Deuxième livre que j'ai lu, je l'ai terminé hier soir, je me suis forcée à le finir. C'est Le restaurant des recettes oubliées, deuxième service, donc le voici, de Hisashi Kashiwai, je sais plus si on prononce Ai ou AI en japonais. Bref, j'ai bien aimé ce deuxième opus. On est vraiment sur la suite du premier. C'est mignon. Vous avez juste envie de manger japonais. Donc j'avoue que quand ils décrivent à chaque fois le menu que les clients du restaurant recevaient par le chef, je passais un petit peu à la fin parce que je savais, j'étais là en train de le lire hier soir et samedi j'étais là, j'ai pas de quoi manger japonais à la maison, donc passe un petit peu ces passages là, mais ça c'est bien lu, c'est le style de lecture qui fait du bien en fait à l'âme parce que c'est pas prise de tête, c'est des tranches de vie, on est dans la contemplation, dans le fait de se faire du bien, de retrouver des souvenirs effacés, vraiment en mode Madeleine de Proust quoi, même si j'ai jamais lu son bouquin. Donc voilà, très chouette lecture. Je pense que je continuerai à acheter des bouquins de ces auteurs japonais qui sont dans cette contemplation et dans cette douceur. Parce que ben, ça fait du bien et ça change un petit peu du feel good, vous voyez, francophone. À chaque fois plein de bons sentiments et tout se termine bien, etc. Et voilà. J'aime aussi assez l'idée et enfin la relation qu'ont les Japonais avec les personnes décédées, puisque là dans le restaurant, la femme du chef est décédée et donc il travaille avec sa fille et ils ont un hôtel pour les ancêtres dans le restaurant et il lui propose des offrandes en fait de plats qu'il cuisine. Et voilà, et donc la personne, en fait la maman, même si elle est décédée, elle continue de faire partie intégrante de la vie des personnes qui restent. Et voilà, je trouve ça assez intéressant comparé à notre culture occidentale où la mort est très taboue, on n'en parle pas. Et une fois que la personne est décédée, ben oui t'en parles, mais sans avoir comme ça cet espace de parole où tu intègres la personne décédée quand même à ta vie. Donc voilà, je vous recommande si vous avez envie d'une petite lecture contemplative, doudou, tendre et douce, ben voilà, c'est pour vous. Voilà. Alors, point de vue des deux autres lectures que j'ai entamées, j'ai pas repris dans ma pile à lire ici. J'avais envie de lire vite et je me suis dit, tu sais quoi, je vais lire une romance sur ma liseuse parce que j'en ai plein. Et donc sur ma liseuse, j'ai le Clan Hopkins, le tome 2. C'est Second Souffle de L.C. Blake. Je vous montre la couverture, comme ça m'évitera une incrustation. La couverture est en couleur, hein, bien entendu, c'est plus joli. N'hésitez pas à la mater. J'avais déjà tenté de lire ce livre-là il y a quelques mois, carrément 1 an. Ça passait pas. Donc je l'avais remis au fin fond de la liseuse. Et là je me suis dit, tu sais quoi, je vais retenter le coup. Et ben ça passe mieux. Donc je n'ai lu que, je crois que 10%, quelque chose en genre, je vais vous dire ça tout de suite, une fois que la liseuse se sera allumée. On est clairement sur une romance de type standard, comme les américaines peuvent le faire. Vous voyez, vous avez le premier tome, c'est un des frères, le deuxième tome c'est un autre frère et il y a un troisième tome, à savoir qu'il y a 5 frères mais elle s'est arrêtée à 3 parce que sur les 5 il y en a 3 qui sont gays je pense, donc voilà. En tout cas le personnage ici il est bi. Oui, c'était ça aussi, comme il était bi, je suis plus exigeante envers les auteurs et les personnages les auteurs qui écrivent des personnages bi, et je m'y retrouvais pas, et donc voilà. Mais là ça passe mieux, je me suis dit, tu sais quoi, prends-le en mode petite lecture légère. Et donc oui, je suis à 13%. On suit un des frères, d'ailleurs j'ai oublié son nom, je sais même plus comment il s'appelle, pas très intéressant. Et donc il est à l'université, et dans son université, en fait je sais pas pourquoi, mais ses frères et lui sont des méga rockstars. Quand les gens écrivent comme ça sur les campus et tout, j'ai à chaque fois envie de dire, est-ce que vous avez été à l'université? Parce que ça se passe pas comme ça en fait. Tu ramènes tout le monde dans le même pays, au même endroit, enfin à un moment donné on n'a rien à foutre quoi, que ce soit le frère de bidule et de bazar quoi. Donc voilà, sa vie est en train de changer, parce qu'il a fait une expérience homosexuelle, et ça se passait bien, sauf qu'il veut pas s'attacher, qu'il veut vivre sa jeunesse, il veut vivre sa vingtaine, et donc pas former de relation. Donc il interrompt son coup d'un soir quoi, parce qu'il se rend compte qu'il développe des sentiments pour son partenaire et que son partenaire aussi.
Donc il quitte l'endroit et puis on apprend en fait dans le prologue qu'il a eu un accident de voiture ce soir-là. Mais on est 15 mois plus tard et il n'y a aucune conséquence de cet accident. On ne sait pas en quoi c'était important qu'il y ait un accident. Là pour le moment je suis vraiment en train de me dire pourquoi l'autrice a mis ça dans son histoire, dans son prologue. Je sais pas. Et donc là il est 15 mois plus tard et il commence à faire son coming out, à dire à un de ses petits frères, à son petit frère, bah oui voilà je suis bisexuel. Son petit frère lui en veut parce que c'était le personnage qu'on suivait dans le premier tome et il dit mais tu sais bien que je suis gay donc pourquoi tu m'as rien dit, blablabli, blablabla. Bref, c'est une famille un peu compliquée très honnêtement, l'autrice essaye de faire passer ça très positivement et tout mais elle est quand même très dysfonctionnelle je trouve. À mon sens, à mon humble avis, c'est quelque chose que je ne supporterais pas, cette famille, cette façon qu'ils ont de tout savoir de la vie l'un de l'autre, etc. C'est important de communiquer avec sa famille, hein. C'est pas ce que j'ai dit, mais là c'est un petit peu too much. Et il recroise, comme par hasard, ce gars avec qui il sortait, qui est très froid avec lui, et ainsi de suite. Et donc on suit ce gars depuis 3 chapitres ou 4, je sais plus exactement, qui nous dit je veux pas de relation, nanani, nanana, j'ai bien fait de le larguer, j'ai bien fait de plus le revoir et ainsi de suite. Mais il le recroise au Starbucks et hop, c'est parti comme en l'an 40 et il est là en mode finalement, mais mec, c'est bien, on a tous le droit de changer d'avis, mais à un moment donné ce n'est pas logique. Donc là l'autrice ne m'emmène pas suffisamment dans la psyché de ces personnages et c'est ce que j'avais déjà eu je pense pour le premier tome. J'avais trouvé le personnage principal assez neuneux, assez larmoyant et je comprenais pas tout et ben je pense que ça va le refaire ici. Donc on va voir si je lirai le 3e tome que je n'ai pas en ma possession et j'ai un chat qui escalade la bibliothèque. Oui je sais, je dois ranger. Oui, non, il n'y a rien là au plafond. Il est beau, on dirait Batman, on dirait Batman. Enfin bref, voilà, donc j'en suis là. Et sinon, hier soir, je ne m'y attendais pas à ça, mais j'ai lu 2 chapitres de La Curée de Émile Zola. Donc ouais, je vais commencer le chapitre 3. L'objectif, parce que là j'ai un chapitre de retard, ce serait de lire jusqu'au chapitre... Enfin, le chapitre 3 et le chapitre 4 compris, donc une bonne centaine de pages aujourd'hui. Mais en fait, ça se lit bien, ça se lit relativement bien. Dans le premier tome, donc on suivait la dynastie Rougon qui se crée avec la fortune des Rougon et on va suivre la grand-mère, ses enfants et comment un des enfants va pouvoir prendre sa place à Plassans, dans cette petite ville de la Provence. Et je sais plus d'ailleurs le nom du père, le nom de ce gars-là, mais il a 3 enfants. Et donc on évoque un petit peu ce qui se passe pour eux dans le tome 1. Et là, dans le tome 2, on suit un de ses enfants, Aristide, qui monte à Paris avec sa femme pour faire fortune et avoir une bonne place. Honnêtement, dans le premier tome, il était très détestable, ce gars. Il était pas courageux, il était poltron, il attendait que sa famille fasse les choses pour lui, etc. Et donc dans le premier tome, on est plus sur la description de l'environnement politique de l'époque, via une tragédie d'amoureux. C'était un Roméo et Juliette en fait, en toile de fond. Et là, dans le 2e tome, on va s'attaquer à l'économie. Et non là, non. Qu'est-ce que tu fais ? Laisse mes tissus tranquilles. Et donc dans le 2e tome, on va plutôt s'attaquer à une description économique de la situation à l'époque, sous le... c'est quoi, c'est le Second Empire, le Troisième Empire, je sais plus moi, je comprends rien à votre histoire de France les gars, c'est trop compliqué. Bon enfin, il y a Napoléon là qui est revenu, les républicains sont en cavale, en vadrouille, en déroute et tout. Donc, bref, est-ce que c'est le Second Empire, le Premier Empire, le Troisième Empire? On sait rien, mais bon bref, vous savez certainement mieux que moi. Et donc on a ce gars Aristide qui est monté à Paris et qui grâce à sa sœur, grâce à son frère, va pouvoir s'élever socialement grâce à un mariage de convenance et ça va lui permettre de prospecter, comment on dit ça, c'est pas prospecter, je sais plus le mot en bourse. Enfin bref, de faire une grosse plus-value sur des achats, etc. en faisant des mishmash, des affaires un petit peu pas très catholiques, tout ça quoi. Donc bref, on le suit là et on va suivre sa femme
À nouveau, c'est une histoire d'amour en toile de fond, de trucs contrecarrés, d'amants maudits, parce que la femme du mec, donc sa deuxième épouse, s'éprend de son fils. Je suis qu'au chapitre 3, mais j'ai déjà vu que voilà, c'était ça qui allait se passer, et donc c'est un amour, voilà. Soit dit en passant, le fils apparemment n'en a rien à faire de sa belle-mère, ne la voit pas du tout comme ça, mais elle a des sentiments pour lui. Ce qui est un peu perturbant chez Zola, c'est qu'on a un premier chapitre qui fait figure de prologue, qui est quand même assez long, où il nous a introduit toute une série de personnages. Là c'est sous forme d'un souper, avec ce gars Aristide et tout... tous les hommes qui permettent son succès, etc., toutes les magouilles que ça lui permet. Et ça montre bien son ascension sociale. Et il nous présente donc sa femme, qui tu sens que ça va être un personnage central, vraiment important. Et puis, deuxième, troisième chapitre, eh ben, tu repars sur le gars et comment il en est arrivé là. Et moi j'étais là, mais moi c'est René qui m'intéresse, c'est ton personnage féminin qui a l'air absolument fantastique. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce gars dont on a déjà parlé dans le premier tome. Donc voilà, il écrit très bien, hein, Zola, c'est pas ça, je comprends qu'en effet, je suis certaine que ça va faire comme dans le premier tome, qu'à la fin on va retrouver la même structure et ce qui se passe pour René et Maxime. À mon avis ce sera un destin tragique, hein, on va pas se mentir. Mais je sais pas, oui voilà, ça, je dis c'était ce personnage féminin qui m'intéressait. Alors si vous lisez aussi ce livre, il n'y a pas de trigger warning, ça se faisait pas à l'époque, mais faites gaffe, protégez-vous, parce qu'on est clairement sur la description d'abus de la bourgeoisie de l'époque et des nobles de l'époque, et donc on a un vieux dégueulasse de 60 ans qui aime un petit peu trop les petites filles, c'est dit comme ça. Et en gros, c'est juste mentionné, vous voyez, c'est pas, je trouve pas que ce soit dénoncé. Donc moi ça me pose quand même problème, c'est comme l'histoire de René, en fait, elle est violée. Et en fait c'est mentionné comme ça, et son père lui met la faute sur elle. La gamine, elle a été violée. Non, alors je sais que c'est le reflet de l'époque, que c'était comme ça à l'époque, que c'était la faute de la victime et tout, mais moi ça me dérange, quoi. Je veux plus d'une société comme ça. Alors oui, je remets dans le contexte historique, je comprends bien que c'est peut-être pas ce que Zola pensait profondément en lui, mais en attendant c'est ce que ces personnages pensent, et il n'y a rien, vous voyez, pour contrebalancer ça. Et je pense que c'est parce que tu lis, il faut lire entre les lignes pour le voir, quoi. Et parce que je suis une femme, parce que je pense bien que la plupart des mecs qui vont lire Zola nous passeront à côté de ces répliques où c'est mentionné sur 2 lignes. Donc voilà, faites attention à vous si vous choisissez de vous lancer dans la lecture des Rougon-Macquart. Voilà, dans ce 2e tome, on est quand même sur des situations pas joyeuses. Bref, voilà. Là, je vais vous laisser parce que la journée est déjà bien entamée. Hein, il est 11h, non, il est 11h passé. J'ai du rangement à faire dans mon bureau parce qu'en plus mon chat m'aide pas. Hein. Et on se retrouve pour la suite. J'espère pouvoir lire encore ce livre. Je ne sais pas si je l'aurais fini aujourd'hui, mais lire mes 2 chapitres, ça c'est sûr. Plus l'autre là, ce serait bien. Et en attendant, pendant que je vais faire mon rangement ici dans mon bureau, nettoyage, tout ça, je vais écouter un livre audio. Mais il ne fait pas partie du challenge ici. Donc voilà, comme ça j'ai quand même de la lecture pendant que je m'occupe de la maison. J'espère que vous allez toujours bien dans le visionnage de ce vlog. Moi ça fait 2 jours que je vous ai pas parlé. Donc oui, j'ai changé de tête, voilà, premier truc, ça vient de se passer. Je viens d'aller chez mes parents et pour manger à midi, et ma mère m'a dit, tu veux pas qu'on te coupe les cheveux? Je dis si, ça devient plus que nécessaire, ça faisait au moins 2 ans que j'avais pas coupé mes cheveux. Donc voilà, nouveau look petit carré avec frange rideau. On va voir ce que ça donne à l'usage. Écoutez, donc je ne vous ai plus parlé depuis 2 jours, et en 2 jours ben j'ai lu. D'abord mardi, j'ai passé ma journée totalement à chiller à la maison. Franchement on était sur du bon chill. En fait j'avais prévu de continuer le rangement, l'aménagement du bureau, enfin le nettoyage du bureau surtout. Et puis mon chat s'est installé sur mes genoux et il n'en a plus bougé. Il voulait des gros câlins, le chien pareil. Et j'étais là, tu sais quoi,
parfois il faut savoir profiter et ne pas être productif, c'est pas un drame. Donc on est restés tous pelotonnés les uns contre les autres et moi j'en ai profité pour lire. Donc mardi j'ai super bien avancé dans la lecture du tome 2 des Rougon-Macquart de Émile Zola. Et donc je l'ai fini d'ailleurs mardi soir après le stream. Il me restait un chapitre à lire et c'était donc le tome 2, La Curée. Écoutez, je pense que Zola, voilà, c'est une plume incomparable qu'il faut découvrir, qu'il faut lire. Après, ça reste un point de vue d'un homme blanc, cis, hétéro. Et ce qui me chiffonne un peu, c'est qu'on sait que Zola a été quelqu'un à prendre des positions parfois difficiles à défendre dans la société contemporaine de l'époque, notamment son J'accuse, quoi, hein, où tout le monde était contre son avis finalement, même l'État, etc. Et là, il dénonce des... Enfin, c'est pas qu'il dénonce des choses, il relate certaines choses, et t'es là, gars... Enfin, ce serait bien que tu prennes position, que ton narrateur prenne position et que tu nous démontres par A plus B qu'en fait c'est ignoble cette façon de faire. Et c'est pas tant remis en question que ça. Donc voilà, c'est un tome qui met en avant les travers de la bourgeoisie de l'époque et même des nobles de l'époque, dans des soirées mondaines, très festives, avec énormément d'excès, des relations extra-conjugales de part et d'autre, et où c'est normal d'avoir une maîtresse, d'avoir un amant, même quand on est marié, etc. Puis les relations entre Renée, qui est une femme en fait perdue, son père est extrêmement riche, mais elle subit un viol alors qu'elle est jeune, qu'elle est en voyage chez des amis. Et en fait c'est elle la victime qui est jugée coupable, quoi. Et on en parle comme de sa faute, de la pénitence qu'elle va devoir faire, etc. Et toi t'es là, what the fuck. Et je trouve que Zola va pas dans la dénonciation du truc, du fait que la victime soit une victime et que c'est pas elle qui a à plaindre, enfin que c'est elle qui a à plaindre justement. Et alors je sais, clairement à l'époque c'était comme ça et c'était la victime qui était en tort, etc. N'empêche que tu t'attends d'un homme comme Zola à ce qu'il voit l'inégalité de la chose et le ridicule même, mais vraiment de façon insupportable, quoi, de ce ridicule. Mais non, je trouve que ça dénonce pas suffisamment, etc. Plus loin dans le roman, on parle d'un vieux monsieur, je sais plus s'il est baron, s'il est comte, je sais plus, on s'en fout, mais qui est très porté sur les petites filles. Et donc en fait, comme il est riche et comme il est noble, ben il va payer les parents, il va acheter le silence. Et toi t'es là, mais c'est horrible. Et c'est juste mentionné, vous voyez. Donc c'est pas, je sais pas. Le but c'est de, je pense que le but de ce livre c'était de mettre en avant les travers de la société contemporaine, mais je trouve que le discours en filigrane est quand même très faible, voilà, très faible. Donc voilà, la plume de Zola, oui. Pour ce qui est des dénonciations de l'époque, ouais, voilà. Après c'est une plume qui est quand même assez osée parce que il y a une histoire en fait d'inceste dans ce roman, comme ça vous savez, donc attention, trigger warning pour viol, inceste, pédophilie, etc. etc. Et tu te dis en fait quand il y a passage à l'acte, il commence à décrire les appartements de la personne où ça se passe, de la femme, etc. Et donc il décrit ça avec beaucoup de détails et tu te dis bah voilà, c'est l'histoire de noyer le poisson et on va pas y revenir dessus. Sauf qu'en fait quelques pages plus loin c'est décrit quand même assez... pas crûment, mais t'as quand même quelques détails pour l'époque et t'as dit ah ouais, pour l'époque quand même, quoi. Alors je pense que des lecteurs de dark romance ou de romance contemporaine ne s'y retrouveront absolument pas et diront c'est très fade, on décrit rien du tout, c'est très sous-entendu et ainsi de suite. Moi je trouve que non, il y a quand même beaucoup de choses qui sont décrites. Donc voilà mes petites réflexions, c'est pas des bémols mais mes réflexions quant à la lecture de ce titre. Donc je l'ai terminé juste avant, je l'ai terminé mardi. J'étais censée le finir le 20, on était censé le finir le 25, je crois que je l'ai commencé le 25 février. Mais du coup je n'ai pas de retard, je vais pouvoir commencer la lecture commune du 3e tome en mars. Et je vous mets toujours le compte de la personne en description et ci-dessous parce que je fais des fautes
dans son nom, dans son patronyme Instagram la dernière fois. Je vous avais pas donné le bon, donc voilà, je vous le mets ci-dessous. Et également le lien vers Instagram si vous voulez nous rejoindre pour cette lecture commune. Voilà, il est encore temps, il est encore temps. Vous pouvez prendre le train en marche, hein. Vous pouvez commencer au 3e tome, vous n'êtes pas du tout obligé de participer à toutes les lectures communes. Moi j'avoue que j'ai envie de lire les 20 tomes des Rougon-Macquart, mais voilà, on verra si je m'y tiens. Peut-être que d'ici 6 mois je serai là en mode non mais en fait j'en peux plus, c'est bon, j'abandonne. On verra, on verra. Qu'est-ce que j'ai lu après ça? Alors pendant que je lisais Zola, j'avais commencé un roman que je vous avais pas présenté au début du vlog, mais je vous en ai parlé un petit peu. Donc c'est les frères Hopkins, là, le clan Hopkins, le tome 2. Donc je l'ai terminé hier soir, je l'avais pris avec moi pour mon expédition à Bruxelles avec le Bugeaud bruxellois. Et je m'étais dit qu'en un trajet ça allait être emballé pesé, que nenni. Il m'a fallu l'aller-retour pour le finir, et j'ai même dû le finir à la maison alors que j'étais morte crevée dans mon lit. Mais voilà, il est fini parce que je voulais mettre ça de côté. Honnêtement, j'ai trouvé ça fade, ça m'a pas inspiré plus que ça. Typiquement, si j'avais pas été en challenge et pas en train de lire le vlog là, je l'aurais laissé tomber le bouquin, j'aurais dit non. Je n'arrivais pas du tout à m'attacher aux personnages, je trouve qu'ils sont fades. Il y a un background, hein, qui est là, mais il est pas si intéressant que ça, j'ai trouvé. Oui, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est des personnages qui ne me plaisaient pas plus que ça. Il y en a un, en fait, il tombe amoureux, il sent qu'il tombe amoureux de son partenaire, de son sex friend, et donc il se dit attention, il faut que je m'éloigne, oh là là, ça va pas être possible. Mais il le recroise 15 mois plus tard et il repart pour refaire une relation, et en fait il y a que lui qui se rend pas compte qu'il est amoureux, etc. Enfin vous voyez, ça n'a pas de sens. La première fois il s'éloigne de lui parce qu'il sentait qu'il allait développer des sentiments pour lui, et là il se rapproche de lui et il fait le niais. À un moment donné il a une grande révélation que ses frères lui amènent. Il dit ah ouais, en fait je suis en train de tomber amoureux de lui. Et je dis là mais mec, c'est pour ça que tu t'étais éloigné de lui il y a 15 mois. Donc ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun sens. Et même les moments mignons qui sont censés se passer entre eux, j'étais là ouais bof, hein, ce gars faisait pas rêver, ce personnage me faisait absolument pas rêver, et son partenaire non plus. Donc voilà, il y a un 3e tome en toute honnêteté que je ne lirai pas, je ne l'achèterai pas, je ne succomberai pas à la fin de cette saga, parce que voilà, 2 tomes, et c'est 2 tomes où je reste vraiment sur la même impression. La plume est pas si fantastique que ça, en toute honnêteté, il n'y a pas de style bien particulier. Alors ça veut pas dire que l'autrice va pas s'améliorer, hein. Je pense que les gens peuvent toujours constamment s'améliorer, et peut-être que je retenterai une autre saga de l'autrice, mais plus tard, quand elle aura bonifié, quand elle aura pris le temps peut-être de pallier certaines choses. Mais voilà, moi ça ne m'a pas fait kiffer plus que ça. Je trouve que ça aurait été intéressant en fait de les retrouver, les personnages, genre 10 ans plus tard. Vous voyez, pas 15 mois après, mais 10 ans plus tard. Là il y aurait eu une véritable évolution des personnages, etc. Voilà, ça m'aurait beaucoup plus plu. Donc voilà, ce que je devais vous dire sur mes 2 dernières lectures. Là on est le 29 février. Normalement j'avais prévu de lire un peu entre les coups pendant que je faisais le ménage dans la maison. Finalement j'ai pas resté, j'ai traîné ce matin parce que hier donc j'ai été à Bruxelles voir le Bugeaud bruxellois. Vous savez, nous sommes copines d'internet, on aime bien se voir de temps en temps. La dernière fois c'était au printemps l'année passée je pense. Donc là il était plus que temps qu'on se revoie, et elle m'a proposé d'aller faire le tour de certaines papeteries à Bruxelles. Donc c'est pas le but du vlog, mais je vous propose un haul papeterie, tout ça, tout ce que j'ai acheté à déjà on a été chez Deal et Camille. Enfin ouais voilà, donc déjà je vous montre quelques petits trucs d'illustration, mais donc petit séjour enfin petite visite de Bruxelles. Où j'étais en train, où j'essayais de lire, hein, comme je vous disais. Et quand je suis arrivée, on s'est retrouvés, et on a d'abord été dans une première papeterie. Attendez, je vais essayer de vous faire ça dans l'ordre, voilà. Alors, je vous recommande cette papeterie bruxelloise, c'est Mofelito Paperito. Et la dame, la vendeuse, est trop gentille, elle a des produits d'une qualité de fou malade. Je vous mettrai le lien de la boutique de toute façon en dessous. Alors il y a des carnets Midori, il y a des trucs, voilà. C'est surtout des carnets, en fait c'est une papeterie plutôt spécialisée dans tout ce qui est papier japonais et petites choses japonaises.
Alors, moi j'ai repris, j'en ai profité pour prendre ces cartouches d'encre comme ça. Qui sont typiquement japonaises. Voilà, et j'ai pris celle-là aussi, des Cartridge Inks Blue Black. C'est des Platinum, voilà, c'est Platinum la marque. Voilà, j'ai pris en bleu foncé et en vert parce que j'ai ces stylos. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai ces stylos avec moi depuis des années que j'avais été abonnée à une box de papeterie et en fait impossible de trouver les cartouches qui conviennent par chez moi et les commander sur Amazon. Voilà, je commande parfois sur Amazon, hein, mais j'aime pas. Donc c'est un truc de fou malade. C'est de la qualité d'encre magnifique. Et ça c'est mon stylo plume vert avec lequel je corrige. J'en ai un autre, un rose. Alors elle n'avait pas d'encre rose. Donc je me suis dit je vais prendre du bleu et j'écrirai en bleu. Comme ça j'aurai un stylo plume bleu. Parce que en fait je n'ai que du noir et du violet en ce moment dans mes lamis. Donc voilà, je me dis avoir un stylo bleu ce serait peut-être bien. Et là j'ai un petit stock pour faire longtemps. Du coup je lui ai repris aussi des cartouches Lamy noires. Et j'ai craqué. Elle le vend. Et ça je trouve ça fantastique. Elle vend donc A Dictionary of Color Combinations. C'est japonais, c'est écrit en japonais. Vous l'avez certainement déjà vu sur les réseaux de Julie. Je trouve ce carnet incroyable. Donc en fait il y a une petite jaquette comme ça. Voilà la couverture. Donc en fait ça fonctionne comment? Vous allez dedans et vous avez à chaque fois en fait des palettes de couleurs par association. Voilà, 2 couleurs qui vont bien ensemble. Puis alors parfois vous en avez 3, etc. Et donc vous avez aussi des palettes de couleurs comme ceci. Et à chaque fois que Julie utilise son carnet, je suis en mode mais c'est trop bien. Et donc voilà, alors c'est un carnet qui est souvent en rupture de stock. La dame m'a dit que ce petit livre, il y avait un 2e tome qui est en rupture de stock, elle n'arrive pas à se procurer. Et quand elle recommande en fait celui-ci, regardez-moi ça, vous avez tous les dégradés, etc. Enfin vous avez, c'est vraiment peu gadget, mais je pense que ça va être très utile. Vous avez les spectres de couleurs de rouge et ainsi de suite. Comment, je pense que ça va être utile quand je vais faire de la peinture. Donc la dame m'a dit que c'était toujours en rupture de stock et qu'elle elle le vendait, et elle le vendait à meilleur prix que sur Amazon, etc. Donc 19,50 €, voilà, c'est un peu cher, mais ça faisait des mois que je le voyais chez Julie et je trouve ça très intéressant et je pense que ça va m'aider à m'améliorer aussi dans ma pratique du bullet journal et de tous mes loisirs créatifs. Donc je vous recommande ce petit bouquin qui est en japonais, mais vous n'avez pas besoin de comprendre le japonais. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, il y a toujours moyen d'utiliser Google Traduction. Non mais toutes les palettes sont fous de dingue. Et alors la dame était tellement gentille, elle nous a offert un crayon carandage, donc en fait qu'elle fait imprimer au nom de la boutique, donc Mofelito Papito. Et voilà, il est magnifique, c'est un crayon ordinaire, c'est Mofelito Paperito, voilà, c'est ça le nom de la boutique. C'est tout petit, ça paye pas de mine, mais franchement, truc de dingue. Donc ça c'était la première qu'on a faite. On a aussi été, ah oui, dans une autre. Je vous montre. Alors j'ai repris 2 Tombow pour mon plan with me que je devais vous tourner là depuis Perpète-les-Bains. Je sais plus où ils sont, je vais pas savoir vous les montrer. Je les ai déjà mis avec mes Tombow que j'ai trimballé d'ailleurs dans tout Bruxelles pour ne pas les utiliser. Allez voilà, voilà. Donc j'ai repris 2 verres, voilà. C'était des couleurs que j'avais pas. Et ça c'est pour donc mon plan with me du mois de mars, que vous aurez peut-être déjà vu au moment où vous sortez le vlog, je sais pas. Où je sortirai le vlog, je sais pas du tout. La 3e papeterie où on a été, voilà, c'est chez Schlepper, je sais jamais comment prononcer. L'avantage de Schlepper, c'est que moi avec ma carte prof, j'ai le prix de grossiste, donc sachez-le. J'aurais dû acheter les Tombow là, j'ai pas fait gaffe, mais voilà, comme ça j'ai acheté un truc dans les 3 boutiques où j'ai été. Je me suis acheté une petite palette pour la peinture, comme ça, parce que j'en avais pas. Malheureusement elle est en plastique, mais écoutez, voilà, il m'en fallait une, c'était pas cher, c'était 1,50 €, même moins. Et je me suis pris de la gouache, voilà. Parce que grosse passion là pour le book rebind. Et les filles qui font ça sur Bookstagram, sur le Bookstagram américain, avaient l'air de dire que il fallait de la gouache
Et c'est surtout en fait je suis un compte qui fait la Jaspage Academy sur Instagram, c'est gratuit. C'est des petites vidéos qu'elle sort assez régulièrement, là il y a 2 épisodes. Et donc elle explique comment faire son propre jaspage sur les livres. Et elle disait, donc la meuf, je vous mettrai à nouveau son compte ici en bas et le lien de son Instagram dans la description. Elle disait que pour faire du jaspage, voilà, il fallait de la gouache. Et voilà, j'ai pris ce petit kit là, honnêtement c'était le moins cher avec le plus de tubes. 6 €, je pense que j'ai payé ça, j'ai payé un peu moins cher parce que ça c'était le prix dans le magasin. Et comme ça, j'ai pas que les couleurs primaires, donc pour moi faire mes mélanges, ce serait un petit peu plus facile parce que on se rappelle que je ne connais rien en peinture. Et je me suis dit que voilà, ne fût-ce que ce vert là, s'il fait vraiment ça, ça va être magnifique pour faire du jaspage. Donc voilà, c'est à ça que c'est censé me servir cette palette là. Et on en a fini avec la papeterie. Alors on a aussi été chez Dil et Camille où je me suis acheté une magnifique tasse que je vous montre maintenant. Quand je lisais ce matin. Voilà, elle est superbe. Je ne veux rien savoir d'autre. Ensuite on a été au Palais d'été. Donc moi je me suis pris du chai impérial parce que voilà, meilleur truc. Julie a été trop gentille, elle m'a refilé son rooibos du hammam qu'elle avait chez elle parce que je voulais m'en racheter. Elle m'a dit j'en ai, je le bois pas. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir boire ça pour le printemps. Et j'ai eu droit à un petit échantillon. Et donc j'ai pris les perles d'osmanthus que j'ai pas goûté. C'est leur nouveauté. J'ai goûté l'autre nouveauté qui était pas mal. Mais celui-là il m'intriguait. Et en plus il vient de Thaïlande, alors j'ai envie de l'aimer, vous voyez. Et quand je l'ai senti, j'étais là. C'est un peu bizarre quand même comme thé. Donc je vais vraiment le préparer comme ils le disent là. 90 degrés, faire infuser 5 minutes en journée. Et je vais goûter ça parce que c'est des arômes qui évoquent l'abricot, la pêche, le jasmin et le tiare sur une texture huileuse qui tapisse le palais. Ça me semble bizarre, mais bon, voilà. Et dernier arrêt qu'on a fait, ou c'était l'avant-dernier, je sais plus dans l'ordre. Voilà, j'ai été chez Lush. Ça faisait des années que j'avais plus été chez Lush. Et là, je disais à Julie, j'ai envie de m'acheter des boules de bain pour prendre soin de moi et me prendre un bain, genre tous les 15 jours. Oh, ça sentait bon. Parce que j'ai une vie de fou en fait. Et oui, j'arrive à prendre du temps quand je lis pour moi et ainsi de suite. Mais il y a quand même cette idée de productivité pour les réseaux sociaux. Et je fais tout ce qu'il faut pour préserver l'eau, etc. Donc je me dis, vu toute l'eau que j'économise, je peux, je pense, m'offrir des petites boules de bain. Donc j'ai pris celle-ci à la vanille. Je pense que c'est les Dragon Eggs. J'en ai pris d'autres comme ça. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Mais ça sent trop bon, c'est citronnelle, etc. J'en ai pris 2 ainsi. Et j'ai craqué pour ce bain de savon là. Alors c'est pas une boule, c'est vraiment un pain. Ça aussi ça sent trop bon. Et donc en fait vous devez le couper en 4, voire même en 5 et le mettre dans le bain avant. Donc c'est pas une boule de bain. Ça va plutôt être quelque chose qui hydrate et ainsi de suite. Donc me la refaite pour au moins 6 mois, j'ai envie de vous dire. 3, 4, 5... Ouais, 6 mois facile. C'était un peu cher, mais je pense que ça valait la peine. Donc voilà, comme ça vous avez eu un petit haul également de mes achats en papeterie. Et je viens de mettre un bazar sur mon bureau que j'avais rangé début de la semaine. Franchement, c'est un petit peu désespérant. Je vais vous abandonner ici. On est le dernier jour du challenge. Honnêtement, je vais encore essayer de lire un livre, mais j'y crois pas trop. Et donc je vous en parlerai si j'y suis arrivée ou pas en conclusion de ce vlog pour le dernier screen. Et oui, je sais, ce vlog est extrêmement long, mais je pense que vous aimez bien. Voilà, c'est pas grave. Hey, salut la compagnie. On se retrouve pour le dernier segment de ce vlog. On est le 1er mars. Et ma séance de rattrapage du février tapal est désormais terminée. Alors, si je compte bien, j'ai lu, je pense, 5 livres. Donc je vous ai parlé au fur et à mesure de ce vlog. Je vais en terminer un aujourd'hui en audio. Donc je le compterai dans ma lecture du mois de février également. Parce que je l'ai lu principalement en février et qu'il me reste à peine 1 heure d'audio. Mais j'ai pas pu écouter hier. Donc voilà, bilan globalement positif même si je n'ai pas lu 7 livres. Si je récapitule, j'ai lu Le restaurant des recettes oubliées, La curée, Les contes cruels.
Ça c'est, je dois vous en parler, c'était ma dernière lecture. Le clan Hopkins et je sais plus par quoi j'ai commencé. Ah bon. Vous savez mieux que moi et de toute façon tout est listé en barre d'infos. Voilà, j'ai terminé donc avec les contes cruels que je vous ai montré dans cette magnifique édition hardcover de Saxo. Ou Saxo, je sais plus le nom exactement de la maison d'édition. C'est plutôt une maison d'édition jeunesse et j'avais reçu ce livre dans mon calendrier de l'avant Once Upon a Book. Je m'étais dit que une fois que je l'aurais terminé, je le donnerais à des enfants. La responsable de la box m'avait dit attention, c'est quand même des contes pas vraiment pour les enfants. Moi je trouve que si. Voilà, c'est le principe même des contes de fées, c'est cruel. Et les véritables contes de fées par les frères Grimm, avant que Perrault ne les retravaille, se terminaient très mal et avaient pour but de mettre en garde en fait les jeunes âmes sur les dangers de la société. Et donc on avait le conte comme le petit chaperon rouge qui disait en fait aux jeunes filles de rester pures et de se méfier du loup, le loup étant l'acte... Voilà, je vous fais pas de dessin. Donc bref, on retrouve ça en fait, sauf que ce sont des contes profondément féministes, donc ça j'ai adoré, qui sont extrêmement bien écrits et avec de la diversité dedans. Donc on s'en fout un peu des genres et ainsi de suite. On retourne vraiment à l'origine et à l'utilité du conte premier. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors en effet, c'est des lectures difficiles pour les enfants, le langage est soutenu, l'histoire n'est pas non plus extrêmement linéaire, malgré que ce soit un conte de fées. Et on peut pas dire que ça se termine si bien que ça à chaque fois, c'est pas ça le but du propos de l'auteur. Mais je pense que c'est vraiment salvateur de l'avoir dans une bibliothèque, peut-être pas de tout jeunes enfants, mais d'enfants qui quittent, vous voyez, le primaire, qui s'aventurent en secondaire, quitte à les accompagner dans la lecture des contes et en lire un ensemble de temps en temps, à leur demander ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils ont compris, vous ce que vous en avez compris en tant que parent, quel est votre point de vue là-dessus, etc. etc. Donc bref, franchement je vous le recommande, mais je vous le dis bien, si vous voulez l'offrir à vos enfants, lisez peut-être un peu quelques extraits avant et surtout accompagnez-les dans la lecture. Faut pas laisser votre enfant seul face à lui. Je pense notamment au conte de Barbe Bleue qui a été revisité avec un jeune garçon qui est adopté par Barbe Bleue. Il y a énormément de sous-entendus là-dedans. Sur la pédophilie et ainsi de suite. Donc il faut pas balancer le conte et le livre à vos enfants puis vous dire bah il s'occupera avec quoi. Non, accompagnez-les s'il vous plaît, ça peut vraiment être un beau sujet, enfin une belle matière à discussion en famille et à mettre en garde en fait sur les dangers de la société. Donc belle lecture. Maintenant, est-ce que je vais le garder dans ma bibliothèque même si le livre est beau? Non, je vais le revendre ou le laisser vivre dans la bibliothèque d'enfants de ma connaissance, ça je vais décider. Mais voilà, il m'a permis en tout cas de bien terminer le challenge et d'arriver à 5 lectures. Et comme je vous ai dit, 6 avec la fin de mon livre audio du jour. Je pense que le vlog est extrêmement long, j'ai beaucoup blablaté sur ces lectures. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir de partager avec vous mes lectures, mes réflexions au moment où je lis. Et je vous dis de toute façon à la prochaine sur Plume à Papote. À très vite. Bye bye.